Alors, la correction de l'activité sur le béton auto-nettoyant. Première question, une question où vous pouviez faire la recherche sur Internet. Qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? On l'entend dans le nom, on a le préfixe nano qui renvoie à la dimension du nanomètre. Et donc, ce sont les particules qui ont un ordre de grandeur de l'ordre du nanomètre. Ce qui fait que ces particules sont potentiellement dangereuses d'ailleurs, puisqu'elles vont pouvoir facilement entrer dans le corps via les voies respiratoires et aller profondément dans les poumons, voire rejoindre la circulation sanguine pour aller se fixer dans d'autres organes. Et on peut supposer que l'accumulation de ces nanoparticules à terme pourrait déclencher des maladies comme des cancers. Donc il faut se méfier avec ces nanoparticules qui sont de plus en plus utilisées et qui peuvent avoir donc un risque pour la santé. Question 2, qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? Je pense que vous l'avez vu en tronc commun. Un catalyseur, donc ça va être une espèce chimique qui permet de déclencher une réaction chimique, mais attention, et d'augmenter sa vitesse, mais attention, il n'est pas consommé au cours de la réaction, donc ce n'est pas un réactif. Simplement, il permet d'accélérer la réaction. Ah oui, vous avez sans doute remarqué que je vous ai mis il y a un petit barème là qui est fixé, puisque cet exercice auparavant pour une année précédente, je l'avais noté, donc je vous ai laissé le barème, comme ça si vous voulez, vous pouvez vous amuser à vous mettre vous-même une note. Et puis la question 3, on nous demande pourquoi dans l'expérience du document 3, on mesure l'absorbance du bleu de méthylène à 660 nanomètres. Alors pour ça, il fallait vous servir du document 5, qui était celui-ci. Ce document 5, vous aviez le spectre d'absorption du bleu de méthylène, à la même concentration d'ailleurs que l'expérience qui est faite dans le document 3. Et on s'aperçoit qu'on a un pic ici d'absorption avec l'absorbance maximale aux alentours justement de 660 nanomètres. Et donc, c'est à cette longueur d'onde-là qu'il va falloir faire les mesures d'absorbance pour avoir la meilleure précision possible, puisque c'est pour cette longueur d'onde-là qu'on a la meilleure absorbance. Donc, on aura le moins d'incertitude sur les mesures. Alors ensuite, on passe au problème. Pourquoi l'effet auto-nettoyant du dioxyde de titane est-il possible avec le rayonnement solaire? On nous demande de nous référencer aux documents 1 et 2. Et pour que le béton ait un effet auto-nettoyant, vous avez lu dans le document 1 qu'il faut envoyer de la lumière dessus. Et donc, un électron va pouvoir passer de la bande de valence à la bande de conduction, donc d'ici à ici. Mais pour que l'électron puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction, il va falloir qu'il franchisse la bande interdite, le gap. Et pardon, on nous disait que l'énergie de gap dans le texte du document 1 était égale à 3,2 électronvolts. Donc il va falloir à partir de ça qu'on calcule la longueur d'onde qui correspond à l'énergie de 3,2 électronvolts. Donc quelle longueur d'onde il faut pour fournir une énergie au minimum de 3,2 électronvolts. Alors pour ça, vous devez connaître la formule E égale hc sur lambda. Donc on peut résoudre l'inéquation qu'on veut une énergie qui soit supérieure à l'énergie de gap. Donc hc sur lambda soit supérieure à l'énergie de gap. L'énergie de gap, on a dit qu'il valait 3,2 électronvolts. Et donc ça nous amène à une longueur d'onde qui doit être inférieure à hc sur l'énergie de gap. Attention, l'énergie de gap devra être exprimée en joules. Donc si on a 3,2 électronvolts, on convertit en joules en multipliant par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et on obtient donc 5,1 fois 10 puissance moins 19 joules. Si on fait l'application numérique avec la constante de Planck, la vitesse de la lumière et l'énergie de gap de 5,1 fois 10 puissance moins 19 joules, on trouve une longueur d'onde qui doit être inférieure à 3,87
fois 10 puissance moins 7 mètres, autrement dit inférieur à 387 nanomètres. Donc voilà, il faut une lumière dont la longueur d'onde est inférieure à 387 nanomètres pour que le dioxyde de titane ait bien un effet auto-nettoyant. On va se demander, est-ce que dans le rayonnement solaire, on a bien de la lumière avec une longueur d'onde inférieure à 387 nanomètres. Donc il faut se référer au document, ça va être le document 2, le spectre de la lumière. Hop, si je rebascule sur le sujet, le document 2, le spectre de la lumière solaire. Et on s'aperçoit pour la lumière solaire qu'on a bien une partie de la lumière qui est à peu près, on voit que le rayonnement commence à peu près aux alentours de 300 nanomètres. Donc il y a bien une partie de la lumière qui est inférieure à 387 nanomètres et qui va pouvoir être utilisée pour fournir l'énergie nécessaire à l'électron pour qu'il puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction. Une fois que l'électron va réussir à franchir le gap, il va être pratiquement immédiatement capté par une molécule de dioxygène de l'air pour former un ion superoxyde. Et d'un autre côté, comme l'électron a cédé sa place, enfin est passé dans la bande de conduction, dans la bande de valence, il reste un trou. Ce trou va être comblé par un électron qui va provenir d'une molécule d'eau, ce qui fait qu'à partir de la molécule d'eau, on va avoir aussi un radical hydroxyle et puis un ion H+ également qui vont se former. Et ce radical hydroxyle et l'ion superoxyde vont justement, eux, permettre d'oxyder les matières organiques qui se seraient déposées à la surface du béton auto-nettoyant. Et ces salissures, une fois oxydées, vont pouvoir être éliminées assez facilement avec de l'eau. Deuxième question du problème. Alors, il s'agissait de démontrer l'efficacité du dioxyde de titane pour lutter contre les polluants atmosphériques et contre les molécules organiques qui se déposent sur le bâtiment. On nous demande d'avancer plusieurs arguments quantitatifs. Quantitatif, ça signifie qu'il va falloir faire des calculs ou en tout cas citer des chiffres pour prouver ce qu'on avance. Et il faut s'appuyer sur les documents 3, 4, 5 et 6. Dans le document 3, on nous présente une expérience, un suivi spectrophotométrique de la dégradation du bleu de méthylène par le dioxygène de l'air sous l'action du dioxyde de titane. Alors en fait, on a deux béchers différents. Le bécher A qui va contenir uniquement la solution de bleu de méthylène à la concentration de 1,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Et puis le bécher B qui lui contient non seulement le bleu de méthylène, mais en plus le dioxyde de titane. Et puis donc on place ces deux béchers sous une lampe UV, puisque lampe UV, puisqu'on a dit qu'il fallait une longueur d'onde inférieure à, je ne sais plus, 360 nanomètres ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans de la lumière ultraviolette. Donc on les place sous une lampe UV et puis donc le bécher A sert en quelque sorte de bécher témoin et le bécher B, si l'expérience fonctionne, si le dioxyde de titane est efficace, on devrait observer une dégradation du bleu de méthylène. Et donc ils ont fait des relevés d'absorbance pour essayer de voir comment évolue l'absorbance au cours du temps pour les deux béchers. Donc on a les valeurs qui sont regroupées dans un tableau. C'est pas très pratique d'avoir ces valeurs regroupées dans un tableau. Moi, sur la correction, je préférais les présenter sur un graphique. Sur le graphique, on se rend bien mieux compte du fait que pour le bécher A, on a une absorbance qui reste quasi constante,
alors que dans le bécher B, courbe que j'ai faite en rouge, bécher B, on voit que l'absorbance diminue vraiment beaucoup au cours du temps. Alors, ce qui serait bien pour quantifier l'efficacité du dioxyde de titane, ce serait de se rendre compte de la concentration de bleu de méthylène à la fin de l'expérience, pour se rendre compte en fait de quelle quantité de bleu de méthylène a réussi à être dégradée par le dioxyde de titane. Et donc, pour faire le lien entre absorbance et concentration, normalement, vous connaissez une relation, la relation de Beer-Lambert. Alors, la relation de Beer-Lambert, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a proportionnalité entre absorbance et concentration. Alors, ça, c'est valable, attention, il y a des petites limites à cette loi. Il faut être sur des solutions suffisamment diluées. Là, on va considérer qu'on est sur une solution suffisamment diluée, puisque au niveau de la concentration, on est sur une concentration assez faible de 1,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Donc, on va considérer que concentration et absorbance sont proportionnelles. Alors, si on regarde entre le début de l'expérience et la fin de l'expérience, on va essayer de voir combien de fois l'absorbance a diminué au cours de l'expérience. Donc, on était passé de 0,27 à 0,04 d'absorbance. Donc, on peut calculer le rapport entre les deux, entre 0,27 et 0,04, 6,75, qui veut dire qu'à la fin de l'expérience, l'absorbance est 6,75 fois plus faible qu'au début de l'expérience. Et donc, vu que absorbance et concentration sont proportionnelles, eh bien, la concentration, elle aussi, doit avoir diminué de être 6,75 fois inférieure à la fin de l'expérience. Donc, si on calcule la concentration à la fin de l'expérience, c'est la concentration de départ, 1,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, divisé par 6,75. Donc, à la fin de l'expérience, la concentration en bleu de méthylène n'est plus que de 1,8 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc, cette expérience nous montre bien l'efficacité du dioxyde de titane, puisqu'il a été vraiment beaucoup plus dégradé en présence, le bleu de méthylène a été beaucoup plus dégradé en présence du dioxyde de titane que sans. Sans dioxyde de titane, la concentration en bleu de méthylène n'a pratiquement pas évolué au cours de l'expérience. Alors ensuite, on peut s'appuyer sur le document 6 pour également juger de l'efficacité du dioxyde de titane. Donc on nous présente les résultats d'une expérience qui a été réalisée sur le bâtiment de la Cité des Arts de Chambéry, où on a donc les différentes façades du bâtiment qui ont été étudiées, et donc on a mesuré la luminance de ces façades. Bon, on ne nous explique pas trop ce que c'est que la luminance des façades. En tout cas, bon, ça a sans doute à voir avec si une façade est très propre et claire, elle va renvoyer beaucoup plus de lumière, alors que si elle est sale, elle va absorber une partie de la lumière. Bon, on ne sait pas trop comment l'expérience a été faite, et donc ils ont mesuré la luminance. On s'aperçoit que la luminance pour les différentes façades est à peu près stable au cours du temps. En 40 mois, elle a très peu varié. Et puis en pointillé, ici, on a un bâtiment en béton classique, avec des mesures qui ont sans doute été faites à peu près dans les mêmes conditions. Et on s'aperçoit donc que pour le bâtiment en béton classique, la luminance a, elle, en revanche, fortement diminué au cours du temps. Alors, comme on nous demandait une analyse quantitative, on va s'appuyer sur les valeurs qui sont notées sur le graphique. On est passé de 72
pour le bâtiment en béton auto-nettoyant à, on va dire au pire, à peu près 71. Alors, on va calculer le pourcentage de diminution de luminance. Alors, pour calculer le pourcentage de diminution, ça a diminué de 1 unité sur les 72 de départ. Donc, on fait 1 divisé par 72 et on trouve 1,4%. Donc, la luminance a diminué de 1,4%. Sachant que dans le document 6, on nous disait que l'œil humain ne pouvait percevoir une variation de luminance qu'au-delà de 5%. Donc, l'œil humain là, ne peut pas se rendre compte au bout de 40 mois que la luminance a diminué. Alors, si on regarde pour le bâtiment en béton classique, on passe de 71 à, on va dire, environ 66. Donc, si on calcule le pourcentage de diminution de luminance entre 71 et 66, donc on perd 5 unités sur les 71 de départ, on perd 7%. Là, l'œil, en revanche, sera capable de percevoir la variation. Donc on voit bien qu'entre un béton auto-nettoyant dont la luminance ne va baisser que de 1,4% et un béton classique dont la luminance va baisser de 7%, on a une vraie preuve d'efficacité du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane permet de préserver la luminance du bâtiment et donc on voit bien que le dioxyde de titane a joué son rôle auto-nettoyant. Voilà pour cette correction.